une de l'actualité, la traque des pro-Sonko se poursuit. 17 femmes du PASTEF ont toutes bénéficié d'un retour de parquet et restent en prison le temps d'être présentées au juge. La plateforme Avenir Sénégal Bignoubougou dénonce ces arrestations abusives et injustifiées. Elle condamne la levée illégale de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, interpelle la communauté internationale. Pendant ce temps, Dame Mbodj, secrétaire général du QSEM, Abdou Karim Gueye alias Karim Khouroum Khak et 17 autres personnes interpellées lors de la manifestation du samedi recouvrent la liberté. Et puis, le domicile du député Seydou Gueye incendié, Seydou Diouf plutôt réagit et qualifie ces actes de lâcheté. Il dénonce le discours du leader de PASTEF Ousmane Sonko qui appelait à la résistance. Seydou Diouf plus que jamais engagé auprès du président de la République Macky Sall. Au Tchad, l'opposant Saleh Kebzobo retire sa candidature à la présidentielle du 11 avril prochain. Il dénonce une militarisation évidente du climat politique. Aïssatou Gueiba. À la présentation, Alioune Badara Socé assure la mise en onde de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. La traque des pro-Sonko se poursuit. 17 femmes du PASTEF ont toutes bénéficié d'un retour de parquet. Elles restent en prison le temps d'être présentées au juge. Selon leur avocat, maître Babacar Ndiaye, c'est une décision inacceptable qui bafoue le droit des femmes. Elles vont passer la nuit au commissariat de Rebeuss dans des conditions difficiles, déplore l'avocat. Le voici au micro d'Amadou Moustapha Dia. Oui, je confirme, ils ont tous été libérés, mais ils sont en train de quitter le commissariat par petits groupes, éviter les attroupements. En fait, mais je confirme, voilà. Effectivement, Dame Mbodj et Karim Khouroum et 18 personnes. Ils sont un groupe de 20 personnes, dont un mineur, oui. Voilà. Donc tout ce groupe-là qui a été donc, au niveau du commissariat sanitaire sont en train d'être libérés. Absolument. Donc Dame Mbodj. Tout à fait, tout à fait. Maître Babacar Ndiaye qui doit normalement revenir sur ces 17 femmes du parti PASTEF qui ont bénéficié d'un retour de parquet et qui restent en prison. Nous l'écoutons. Oui, je confirme cette information. En fait, elles ont été déférées aujourd'hui devant le procureur de la République du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Et à la fin de la journée, on nous a notifié que les femmes ont bénéficié, ces femmes-là, ont bénéficié d'un retour de parquet. Donc actuellement, elles sont conduites au commissariat de Rebeuss. Et je le rappelle, dans des conditions extrêmement difficiles, ça il faut le dire, vu l'exiguïté des locaux. Vous comprenez, donc elles vont passer donc la nuit et Inch'Allah, demain, normalement, elles doivent être reconduites au niveau aussi du tribunal auprès du procureur en attendant de voir le sort qui leur sera réservé. Non, moi je trouve que c'est un abus de droit, c'est juste ça. Parce qu'un justiciable quand même qui est conduite devant quand même le procureur après avoir quand même être auditionné suivant une enquête préliminaire au niveau effectivement au niveau de la police. Est-ce que vous comprenez? Moi je pense que normalement et en droit ces femmes-là devaient être entendues et quand même devaient être entendues et quand même fixées sur leur sort. Mais malheureusement on assiste aujourd'hui quand même à des situations qui exposent quand même ces dames-là, ces braves dames-là dans des conditions extrêmement pénibles. Et nous tenons vraiment à dénoncer cette situation. La plateforme Avenir Sénégal Bignoubougou de Cheikh Tidiane Diaye dénonce les arrestations abusives, injustifiées et appelle les Sénégalais à s'organiser et à user de leurs droits constitutionnels à la résistance à l'oppression sous toutes ses formes. Elle condamne la levée illégale de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko et considère la procédure initiée par le procureur de la République comme nulle. Aucune enquête supplémentaire n'a été menée par le juge d'instruction pour découvrir l'identité de X.
La plateforme Avenir Sénégal Benyubogo interpelle les partis politiques de l'opposition, les autorités religieuses et la communauté internationale, notamment l'Organisation des Nations Unies et ses différents démembrements, à se pencher résolument sur le cas du Sénégal. Pendant ce temps, Dambodj, secrétaire général du QSAM, Abdou Karim Gueye, alias Karim Khouroum Khak, et 17 autres personnes interpellées lors de la manifestation du samedi ont été libérées. L'information est confirmée par leur avocat, maître Khourechiba, qui se félicite de cette tournure d'apaisement du climat social. Le voici au micro d'Amadou Moussa Fadia. Oui, je confirme, ils ont tous été libérés, mais ils sont en train de quitter le commissariat par petits groupes, éviter les attroupements, en fait. Mais je confirme, voilà. Effectivement, Nancy, Dambodj et Karim Khouroum et 18 personnes. Ils sont un groupe de 20 personnes, dont un mineur, oui. Voilà. Donc tout ce groupe-là qui a été donc, au niveau du commissariat central sont en train d'être libérés. Absolument. Donc Dambodj. Tout à fait. Tout le groupe, oui. Il y avait qui dans ce groupe-là? En fait, c'est des citoyens anonymes. Bon, on a peut-être 2 ou 3 figures marquantes, mais honnêtement... Qui sont Oh, je n'ai pas les noms devant moi, mais vous voyez, c'est des jeunes. Les figures marquantes, c'est Dambodj et qui? C'est Dambodj et Karim Gueye Khouroum Khak. Oui, c'est tout, hein, sinon accompagnés de jeunes plus ou moins connus, mais en général, c'est des jeunes citoyens, des anonymes. Moi, personnellement, j'ai découvert pour la première fois que je ne connaissais pas. Voilà, donc, il faut retenir que l'information est avérée. Voilà. Ils vont peut-être pouvoir les joindre après. Attaque de la maison du député Seydou Diouf à Rufisque par des individus encagoulés. L'enquête est ouverte. Le député Seydou Diouf qualifie ces actes de lâcheté. Face à la presse ce lundi, il a dénoncé le discours du président du PASTEF, Ousmane Sonko, qui appelle à la résistance et estime que tout ceci engage sa responsabilité. Seydou Diouf se dit être aujourd'hui plus que jamais engagé auprès du président de la République, Macky Sall. Nous l'écoutons, il est au micro de Denisia Sambou. L'enquête, je n'en ai aucune idée. La police est en train de faire son travail. Depuis hier soir, ils sont venus, ils sont en train de faire des recoupements. Ce matin aussi, ils sont repassés pour pouvoir voir exactement ce qui s'est réellement passé. C'est des choses qui arrivent dans le parcours d'un homme politique. Il faut rendre grâce à Dieu qu'il n'y ait pas eu de blessés, que des dégâts matériels, certes ont existé, mais c'est des dégâts matériels mineurs. Mais c'est surtout l'acte de lâcheté qu'il faut condamner. C'est un acte de lâcheté que rien ne justifie. Je dis Alhamdoulilah de ma santé Allah parce que tout le monde sait que je suis l'héritier politique de Maître Mbaye Jacques Diop et lui-même est passé par là plusieurs fois, mais ça l'a toujours conforté. Donc quel est le groupe qui l'a fait? Je ne peux pas avoir d'a priori sur un groupe, mais une chose est certaine, c'est que depuis quelque temps, nous avons entendu le discours de PASTEF, de son responsable, mon collègue Ousmane Sonko, et c'est ce discours-là qui appelle à la résistance, qui appelle à démolir, porté par des responsables de PASTEF, qui sont aujourd'hui relayés par des jeunes quelque part qui sont même inconscients, parce que simplement entendant qu'un discours qu'on leur tient, même si ce discours ne repose pas sur la vérité dans ce qui s'est réellement passé, en tout cas sur nos procédures internes à l'Assemblée nationale, si on veut me punir parce que je suis député à l'Assemblée nationale, ben ils reviendront, ils casseront encore. Mais moi, je continuerai à assumer ma position en tant que député du Sénégal, investi d'une mission républicaine. Et ça, personne ne peut m'enlever ça. Maintenant, est-ce à dire que c'est des jeunes organisés de PASTEF qui l'ont fait ou est-ce que c'est des gens organisés profitant d'une situation délétère dans le pays qui ont pris cette initiative? Je ne saurais le dire. Ça, c'est une enquête qui pourrait le dire. Et ça, je laisse ce travail-là à la police. Et en tout cas, c'est pas avec Seydou Diouf qu'on entendra demander à des jeunes d'aller casser des maisons de responsables de PASTEF ou de quelques responsables de l'opposition. On les respecte dans leurs engagements politiques et nous assumons aussi notre positionnement politique, nos responsabilités qui sont les nôtres en tant que députés au service du pays, de la République, mais surtout engagés dans la coalition Benno Bokk Yakaar, aujourd'hui plus que jamais aux côtés du président Macky Sall. 22h11 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Le collectif Non à la violence faite aux femmes et aux filles réagit par rapport aux excisions de 6 filles notées la semaine dernière à Boune dans le département Pikine. Les mises en cause, il s'agit de 5 mères de famille et une exciseuse
toutes de nationalité étrangère, ont été arrêtés par la gendarmerie en train d'exciser leurs filles. Le collectif dénonce et interpelle l'État du Sénégal par rapport à cette pratique du Moyen-Âge dont les auteurs le font en cachette. La secrétaire générale demande aux femmes d'avoir la culture de la dénonciation et invite par ailleurs les autorités et organisations féminines à mieux porter ce combat. Ben Diop Cissé, secrétaire général du collectif Non à la violence faite aux femmes et aux filles, au micro de Biramadja. C'est très déplorable ce qui s'est passé dans le département de Pikine, plus précisément à Boune. Une opération collective de mutilation génitale féminine de 6 filles. Alors que récemment, le 6 février dernier, c'était la journée internationale tolérance zéro pour l'abandon des mutilations génitales féminines, appelée excision. C'est très déplorable. On est au XXIe siècle et de telles pratiques continuent à se faire dans notre pays. On a noté au Sénégal une fille âgée de moins de 14 ans sur 6. 16% environ est victime de mutilation génitale féminin, alors que les risques sont énormes. Il y a des filles qui meurent immédiatement suite à une hémorragie ou bien d'une infection, ou souffrir plus tard d'une cicatrisation douloureuse ou handicapante, ou souffrir dans sa vie intime, ou bien plus tard avoir des difficultés pour accoucher. Donc ça, c'est dur. Stop aux mutilations génitales féminines. L'État du Sénégal doit prendre ses responsabilités parce qu'on ne peut pas célébrer le 6 février dernier dans l'ensemble du territoire national stop aux mutilations génitales de la femme, la journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines, alors qu'au cours du même mois, de telles pratiques se fait dans le département de Pikine, plus précisément à Boune. C'est déplorable. Pour ça, il faut accompagner les professionnels, sensibiliser, faire de la prévention. Tout ça nécessite des formations avec les badianogores, les relais communautaires, les notables, les religieux, pour pouvoir éveiller les peuples sur les problèmes. Selon l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, 80% des Sénégalais souhaitent l'abandon de l'excision. C'est ce lundi qu'a démarré à Tambacounda la campagne de vaccination contre le Covid-19. Ici, c'est à peine s'il n'y a pas eu de bousculade. Les autorités s'en réjouissent et invitent les populations à s'inscrire sur la plateforme Boubacar Tamba. Le coup de gang pour la vaccination contre la Covid-19 a retenti ce lundi à Tambacounda et c'est le gouverneur adjoint en charge du développement qui l'a donné. On se sent en pleine forme. Et nous nous réjouissons d'avoir prêché par l'exemple pour renforcer un peu le dispositif de prévention déjà existant. Au vu des personnes présentes dans la salle, qu'il y a déjà un engouement par rapport à cela. Tout à fait. On se réjouit parfaitement de cet engouement qui a prévalu parce que les forces vives de la région, les leaders d'opinion, autorités administratives, autorités religieuses, coutumières, tout le monde pratiquement était là pour se faire vacciner. Docteur Bayal Cissé est le médecin-chef de région. Tous les vaccins sont aujourd'hui au niveau des districts bien sécurisés par les médecins-chefs de district qui ont pris des dispositions particulières véritablement de vacciner par niveau d'éligibilité. C'est un appel que je lance à l'ensemble des populations de Tambacounda, véritablement de s'inscrire sur la plateforme. Ça va nous permettre de mieux planifier, mais également de mieux respecter ces deux principes que j'ai énumérés tout à l'heure, l'équité et la transparence. Les femmes soutiendront mettre à profit ce mois de mars qui leur est dédié pour intensifier la sensibilisation. Le député Yaye Awa Diagne a porté leur parole. Nous allons consacrer ce mois de mars à la sensibilisation et à l'inscription des femmes. Parce que quand même, l'inscription en ligne est faite pour que ça soit crédible, fiable et que tout le monde soit au même pied d'égalité, qu'il n'y ait pas de favoritisme dans cette vaccination. Pour rappel, cette campagne de vaccination a été décalée du fait de la campagne contre la fièvre jaune qui vient d'être bouclée dans la région naturelle du Sénégal oriental. Boubacar Tambacounda, Sud FM. Le ministère de la Culture et de la Communication a déclaré lundi avoir distribué aux artistes 2,2 milliards de francs CFA représentant la seconde tranche des aides sociales destinées à les soulager de la suspension des activités culturelles engendrées
par la pandémie de Covid-19, les opérations de paiement se sont bien déroulées sur toute l'étendue du territoire national, précise-t-il. Le ministère invite les personnes lésées ou omises à se rapprocher de l'organisation professionnelle dont elles sont membres afin que celle-ci puisse lui transmettre les réclamations au plus tard, mercredi 3 mars à 17h. Les artistes non affiliés doivent aussi se rapprocher des centres culturels régionaux, indique le communiqué. Le chef de l'État a octroyé le 24 décembre dernier 2,5 milliards de francs CFA aux artistes pour atténuer le manque à gagner qu'engendre à l'interdiction des rassemblements dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Une première subvention de 3 milliards leur avait été allouée en juin 2020. Et puis, le 15 mars, c'est la date retenue pour le démarrage du dépôt de la carte nationale de presse. Les demandeurs doivent débourser 10 000 francs de frais de dossier, plus 2 000 francs pour le cutus du CORED. Ils ont fait face à la presse cet après-midi. Ismaël Marcel Colli. Le démarrage du dépôt de dossier pour l'obtention de la carte nationale de presse est prévu pour le 15 mars prochain. Les demandeurs de cette nouvelle carte doivent débourser la somme de 12 000 francs CFA, soit 2 000 francs pour le cutus du CORED et 10 000 francs de frais de dossier au niveau de la Commission nationale de la carte de presse, en plus des pièces administratives à fournir. Nous dit Daouda Amine, président de la dite commission. Le casier judiciaire fait partie des documents qui sont demandés. Le cutus du CORED également, qui est une pièce fondamentale, parce que le journaliste ne doit pas être condamné ou bien suspendu par le CORED. Il faut ce cutus-là. Il faut la copie du diplôme pour ceux qui sont sortis d'école de formation et les justificatifs pour l'expérience pour ceux qui ne sont pas sortis d'école de formation. Il faut la pièce d'identité ou bien un extrait de naissance. Il faut trois photos. Il ajoute, ce sont ceux qui sont sortis d'école de formation en journalisme reconnu par l'État ou bien ceux qui ont la licence plus 2 ans d'expérience. C'est ça l'article 4. Mais maintenant, il y a une disposition transitoire, l'article 228 du Code, qui dit que ceux qui ne répondent pas à ces 2 critères-là doivent capitaliser 10 ans d'expérience. C'est une disposition transitoire, mais cette disposition transitoire-là n'est valable que pour une période de 10 ans. Toutefois, le président de la Commission nationale de la carte de presse précise que des sanctions sont prévues par la loi pour les fraudeurs. Ceux qui vont frauder pour l'obtention de cette carte nationale de presse-là, également ceux qui vont les aider dans le cadre de cette fraude-là, s'exposent à des sanctions pénales et des sanctions pécuniaires. Les sanctions peuvent aller de 6 mois à 2 ans de prison ferme. Les sanctions pécuniaires également peuvent aller jusqu'à 500 000 francs CFA. Donc c'est pour tout simplement pousser les gens à respecter la législation pour que ceux qui obtiennent cette carte-là puissent avoir une carte qui est crédible et une carte également qui répond aux critères définis par la loi. Pour rappel, l'objectif principal de la loi est de renforcer les entreprises de presse et de concourir à leur viabilité économique, mais aussi d'assainir le secteur en encadrant les professions de journalistes et de techniciens de la communication. Ismaël Marcel Colli, conservation et protection du patrimoine forestier. Le chef de l'État vient de procéder par décret au classement de 9 forêts établies dans 4 régions du pays. Décision qui contribue à renforcer le poumon vert et lutter contre la dégradation de l'environnement. Face à la presse ce lundi, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a invité les partenaires à s'engager davantage pour le renforcement des synergies afin de donner corps à la vision du chef de l'État, Baba Garsamba. 9 forêts établies dans les régions de Kolda, Tambacounda, Sédhiou et Matam, désormais classées pour ainsi renforcer les 1 956 000 hectares de réserves forestières du Sénégal. Abdou Karim Sall, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Il s'agit au total de 84 726 hectares répartis comme suit. 4 dans la région de Kolda, pour une superficie globale de 18 326 hectares, dont 2 dans le département de Vélingara, une forêt à cheval entre le département de Vélingara et le département de Kolda, et une forêt dans le département de Médina Yoro Foulah. 2 dans la région de Matam. Il s'agit de la forêt de Ndiot et la forêt de Fete Kodjouli. 2 dans le département de Tambacounda, pour une superficie de 29 000 hectares, une forêt dans le département de Tambacounda et une autre forêt dans le département de Bakel. Une forêt à Sédhiou pour 12 400 hectares, particulièrement
dans le département de Bounkiling. Cette initiative du chef de l'État, une première depuis 52 ans selon le ministre, contribue à renforcer le poumon naturel pour mieux faire face aux pressions qui s'exercent sur l'environnement. Pressions qui ont pour conséquence l'intensification des phénomènes d'érosion, l'appauvrissement des terres et la perte des rendements agricoles. Ces forêts classées contribueront à inverser la dégradation des terres et à lutter contre le changement climatique. L'impact sera extrêmement significatif. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable invite ainsi les partenaires, la société civile et les organisations communautaires de base à s'investir davantage pour le renforcement des synergies essentielles pour la régénération, la conservation et la protection du patrimoine forestier. Babacar Samb, notre décret est en vue pour le classement de 10 hectares du site de l'aéroport Léopold Sédar Senghor destiné au parc forestier urbain de Dakar Yoff. Sud International. Direction la France qui autorise le vaccin AstraZeneca sans limite d'âge, jusque-là réservé aux moins de 65 ans, 75 ans avec des comorbidités. Le vaccin contre le Covid-19 du laboratoire britannique AstraZeneca sera désormais administré sans distinction d'âge. En France, annoncé ce lundi Olivier Véran. Motif évoqué, les vaccins AstraZeneca, Pfizer et Moderna ont une efficacité qualifiée de remarquable. Direction la Côte d'Ivoire, début de campagne de vaccination contre le Covid-19. Le pays passe donc à une autre étape de la lutte contre le coronavirus. À terme, ce sont plus de 19 600 000 personnes qui seront vaccinées contre le Covid-19, soit environ 69,3% de la population au total. Premier citoyen à se faire vacciner ce matin, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Hachi. On retrouve à Abidjan notre correspondant Justin Assalé. Veste ôtée, chemise manche retroussée, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Hachi, se présente aux agents de santé devant caméras et photographes. Il reçoit la première dose du vaccin AstraZeneca, devenant ainsi le premier citoyen ivoirien à se faire vacciner en Côte d'Ivoire contre la Covid-19. C'était ce lundi matin à Abidjan, au terme de la cérémonie de lancement de la campagne de vaccination contre le coronavirus. Pour cette première phase de la campagne sont concernés le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité, les enseignants. La deuxième phase prendra en compte les personnes âgées de plus de 50 ans, les porteurs de pathologies chroniques et les voyageurs. La troisième phase s'intéressera à la population carcérale et les personnes âgées de 18 à 49 ans. À terme, selon le ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique, ce sont plus de 19 600 000 personnes qui seront vaccinées contre la Covid-19, soit environ 69,3% de la population totale. En effet, dans le cadre du mécanisme COVAX, l'État de Côte d'Ivoire a reçu vendredi dernier 504 000 doses du vaccin AstraZeneca et attend de recevoir à la fin du premier semestre 2021 plus de 2 40 000 doses de vaccin. À ce jour, la Côte d'Ivoire enregistre 32 754 cas confirmés de Covid-19, dont 192 décès. Justin Assalé, Abidjan, pour Sud FM. L'opposant au Tchad, l'opposant Saleh Kebzabo, je vous le disais en titre, retire sa candidature à la présidentielle. L'opposant Saleh Kebzabo a annoncé lundi 1er mars son retrait à la course de la présidentielle du 11 avril prochain. Il dénonce une militarisation évidente du climat politique suite aux violents affrontements qui se sont déroulés au domicile du candidat Yaya Dio. Saleh Kebzabo estime que cette affaire est par ailleurs le signe patent que le pays va à une fausse élection, mais d'autres éléments laissant déjà présager d'une présidentielle aux allures de mascarade selon lui. Une brève sportive, finale de la 22e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. L'équipe du Ghana s'est qualifiée en finale de la CAN U20 en battant par 1-0 celle de la Gambie au stade Olympia de Nouakchott. Le contradictoire. Le contradictoire, les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire. Un sujet, deux invités pour un regard croisé. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM Sen Radio. Hassan Diagne, bonjour.
Bonjour, Babacar. Vous êtes le directeur du bureau Afrique de l'Ouest de Reporters sans frontières. Le traitement de l'information dans des situations tendues, on en parle, avec des journalistes qui, dans le cadre de leur mission, celle d'informer le public, ont essuyé des menaces et injures. Le dernier acte en date, l'accès à l'hémicycle refusé aux journalistes lors de la plénière tenue consacrée à la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Alors, quelle réaction? Alors, naturellement, la réaction de Reporters sans frontières, c'est de condamner avec force ces actes que vous venez de citer, qui constituent, si on prend l'exemple de ce qui s'est passé hier, vendredi, à l'Assemblée nationale, une entrave très sérieuse à la liberté d'informer. Ce qui se décide à l'Assemblée nationale se fait au nom du peuple sénégalais. Le peuple doit savoir ce qui se passe. Si les journalistes ne sont pas présents sur place pour relater rigoureusement ce qui se passe, on porte atteinte à la liberté d'accès à l'information du peuple sénégalais. Vous avez également cité des cas de menaces de mort que nous dénonçons. Il y en a eu, c'est le cas de notre conseiller Maïmouna Faye de 7TV. C'est des menaces que nous dénonçons et que, en conséquence, nous demandons aux autorités non seulement d'assurer la sécurité des journalistes qui traitent ce genre de questions, mais de faire en sorte que les auteurs de ces menaces soient démasqués et punis conformément à la loi. Un autre constat, et qui est d'ailleurs aberrant, c'est l'accès à l'information qui est tout à fait difficile, toujours difficile dans des situations pareilles. Alors, nous, à Reporters sans frontières, ce que nous demandons depuis plusieurs années et que nous avons réitéré hier, c'est que les autorités aillent dans le sens de doter le Sénégal d'une loi d'accès à l'information. Que tout cela soit encadré par une loi qui facilite et encadre l'accès des journalistes à l'information d'intérêt public, comme ça a été le cas. C'est l'absence de cette loi-là qui fait que l'Assemblée nationale peut décider d'interdire l'accès d'une plénière aux journalistes. S'il y avait une loi qui encadrait cette activité-là, j'imagine que l'Assemblée nationale n'aurait pas la latitude, comme elle l'a fait hier, de dire que les journalistes n'ont pas accès à la couverture d'une plénière parce qu'il y a justement le contexte sanitaire qui a été pris comme prétexte pour prendre une telle mesure que nous déplorons. Et la posture du journaliste dans une telle situation? Alors, la posture qu'un journaliste professionnel doit adopter dans une telle situation, c'est d'être très équilibré. Équilibré dans le traitement de l'information en veillant à ce qu'il y ait le principe de la contradiction dans le traitement de certaines informations, en donnant la parole à toutes les parties concernées et de manière très équilibrée, recouper les informations qu'on leur donne sans se contenter de les relayer. Il faut recouper, vérifier, faire du fact-checking pour éviter de tomber dans le piège de... Hassan Diagne, je vous remercie. C'est moi. Je rappelle que vous êtes le directeur du bureau Afrique de l'Ouest de Reporters sans frontières. Magendong, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général adjoint du SYNPICS. Menaces de mort, injures, l'accès à l'Assemblée nationale refusé, autant de problèmes ou d'obstacles rencontrés par les journalistes dans le traitement de l'information concernant l'affaire Ousmane Sonko. Alors, quelle réaction? Écoutez, il faut dire d'abord que les journalistes ont une place importante dans la société. Ce sont les journalistes qui rapportent toujours les informations, qui donnent cette information après avoir traité au peuple qui en a besoin pour s'informer tous les jours. Maintenant, comme vous venez de le dire, il y a une affaire présentement Ousmane Sonko, une affaire politique, que nous, journalistes, nous sommes obligés aussi parfois de couvrir et puis d'en parler. Maintenant, il faut en parler en respectant les règles, en tout cas journalistiques, la déontologie, qui est vraiment, en tout cas, qui régit notre profession. Il est vrai que depuis que l'affaire a éclaté, il y a beaucoup de journalistes qui reçoivent quand même, comme vous venez de le dire aussi, des menaces de mort, comme à l'image de notre consoeur de cette TV, Maïmouna Faye. Mais nous trouvons qu'il n'y a pas vraiment
Il n'y a pas de... en tout cas, ces journalistes-là n'ont rien fait qui mérite quand même qu'ils soient esselés, qu'ils soient menacés de telle sorte. Parce que c'est une affaire politique qui est là. Et puis, bien avant cette affaire Ousmane Sonko aussi, il faut le dire, il y a eu beaucoup d'autres affaires politiques qui ont été traitées par la presse sans pourtant qu'il y ait vraiment autant de bruit, sans pour autant que les journalistes soient vraiment menacés ou bien en tout cas qu'ils soient violentés de la sorte parfois. Donc il faut dire, nous appelons vraiment tous les acteurs politiques à la retenue, leur dire tout simplement que les journalistes ont leur place dans ce pays-là et que c'est eux qui doivent relayer toutes les informations, que ce soit une information politique, une information en tout cas économique, une information en tout cas de notre domaine. Donc il est temps que nous tous, nous soyons vraiment sereins dans ce qu'on fait et dire que les journalistes vraiment ont le droit aussi vraiment de donner les informations parce que aussi c'est ça, c'est l'information aussi qui est vraiment en tout cas qui est leur produit essentiel de base pour faire leur travail. Je ne dirais pas l'accès à l'information, mais l'accès à la bonne information. Cette problématique est toujours d'actualité. Alors, que dire? Oui, les acteurs qui devaient vraiment faciliter aux journalistes vraiment l'accès à l'information ne le font pas. Suppose hier, par exemple, à l'Assemblée nationale, ce qui s'est passé nous a tous surpris. Et cela a surpris aussi les journalistes qui étaient venus pour couvrir. Parce que nous tous, nous savons qu'en tant que journalistes, nous avons toujours couvert les activités de l'Assemblée nationale, que ce soit une plénière sur le budget, une plénière qui regroupe les députés pour une déclaration de politique générale, ou une plénière sur vraiment le vote d'une loi. Tout cela, nous avons toujours couvert ce genre d'activité à l'Assemblée nationale. Maintenant, pourquoi subitement, avec l'affaire Ousmane Sonko, vraiment que les journalistes soient subitement interdits, en tout cas, de l'accès à l'Assemblée nationale? Et il faut le dire tout simplement, priver vraiment les journalistes, en tout cas l'accès à l'Assemblée nationale, c'est aussi priver le peuple, en tout cas l'opinion sénégalaise, le droit vraiment de s'informer. Parce que ce sont les journalistes qui doivent aller à l'Assemblée nationale pour donner la bonne information au peuple. Maintenant, si on interdit vraiment l'accès à ces journalistes-là, vraiment c'est une entorse à notre démocratie, c'est une entorse à notre liberté, nous en tant que peuple, de s'informer. Le journaliste appelé à exercer son métier, mais ce journaliste est aujourd'hui face à une situation aussi sensible. D'ailleurs, certains professionnels de l'information et de la communication ont essuyé des critiques. Quels conseils? C'est vrai qu'il y a eu certains de nos confrères qui ont pris position et puis qui l'ont clairement dit partout. Ça, il faut vraiment... en tout cas, le dire tout simplement, bon, il y en a, bon, c'est des gars que tous les Sénégalais connaissent, mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a beaucoup de journalistes, d'autres journalistes qui font leur travail de manière vraiment claire et nette en respectant les règles journalistiques. Nous, ce que nous demandons, sur quoi nous invitons vraiment tous les journalistes, c'est vraiment de respecter les règles, en tout cas de traiter cette information-là, qui est une information politique, mais de traiter cela dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art, c'est-à-dire être vraiment en équidistance des partis. Parce que bon, il y a une partie qui accuse l'autre, et l'autre vraiment parfois se défend. Donc si on prend parti pour l'autre parti, vraiment je pense que ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est vraiment être en équidistance de toutes les parties et vraiment donner la bonne information. Maintenant, il appartient au peuple vraiment de se donner une opinion, de se donner vraiment un avis par rapport à tout ce qui lui est dit, tout ce qui lui est donné comme information. Maguette Ndong, je vous remercie. Merci Sam. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint du SYNPICS. Merci à vous Babacar Samb, 22h35 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio et nous accueillons votre rubrique Info Santé avec Marie-Rosa Ndiaye.